Bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une excellente semaine à regarder de très bonnes séries à la télévision. C'était les séries, deuxième épisode de la deuxième saison, un épisode à suivre aujourd'hui, et oui, exceptionnellement, scindé en deux parties. Ouais, tout à l'heure, on fera une petite pause pour l'arrivée du bol d'or, on se retrouvera juste après. En attendant les motos pétaradantes, voici une ambiance un petit peu plus bucolique. Ça se passe tous les mardis à 20h50 depuis 15 jours sur M6, destination Colorado Springs. On descend de sa diligence et on retrouve Byron et Michaela de retour de leur voyage de noces. C'est la 4e saison de la série et ils ont bien sûr un projet de nous faire un petit docteur. Oui, l'histoire était quasiment écrite d'avance puisque l'actrice principale, Jane Seymour, est vraiment tombée enceinte de jumeaux. Et en fait, les scénaristes ont tout simplement intégré sa grossesse à l'histoire. C'est quand même bien fait la télé. Hein. Et alors toi qui aimes bien les potins, figure-toi que Joe Lando, pendant l'été, Joe l'Indien, il a épousé la caissière de la pizzeria dans laquelle il a commencé comme pizzaiolo. Bien Stéphane. Alors à propos d'Indiens, Xavier Pouvreau nous montre à quel point la série Dr. Quinn met le doigt sur un des points sensibles de l'histoire des États-Unis. Sous les conventions conjuguées du western et de la saga familiale, la série Dr. Quinn cache bien son jeu. Et oui, car à bien y regarder, peu de séries sur l'ouest américain n'écorchent autant le mythe. Michaela Quinn, fraîchement débarquée de Boston, exerce une profession bien peu reconnue à Colorado Springs. Capitaine Arthur Torel, 9e escadron de cavalerie. Nous avons des blessés, quelqu'un peut-il s'en occuper? Je suis médecin. Merci, mais c'est à un homme que je pensais. Il n'y a pas d'autre médecin. Sacré tempérament, ce qui choque le plus les villageois, c'est son amitié avec les Indiens. On vous a donné votre nom Cheyenne, vous ne saviez pas le grand honneur qu'il vous faisait. Vous avez été une grande amie pour moi, femme médecin. Vous m'avez soutenue dans tous mes chagrins. Vous avez été aussi une très grande amie. C'est grâce à Byron Sully, qui parle leur langue et connaît parfaitement leurs coutumes et leur philosophie, qu'elle rentre en contact avec ce peuple. Au départ, ses a priori sont ceux de tout homme blanc. Le peuple indien est constitué de sauvages et elle se réfugie derrière les dogmes rationnels de la médecine. Où est Mathieu? Il subit une épreuve. Ça, je le sais, mais où est-il? Je ne peux pas vous le dire. Mathieu va bien. Qu'est-ce que vous en savez? Il le sait. Vous n'avez pas le droit de décider à ma place de ce qu'il doit faire. C'est moi qui suis chargée de l'élever et de le guider dans la vie. On ne guide les gens que sur un bout de chemin. Pourtant, petit à petit, ses croyances vont être ébranlées par la sauvagerie des Blancs dits civilisés. C'est le seul survivant. Ils ont même massacré des chevaux. Custer a dû faire des prisonniers. Il manque environ une 50aine de femmes et d'enfants. La culture indienne, sa tolérance et son harmonie avec la nature vont la convaincre qu'elle a beaucoup à apprendre au contact de ce peuple condamné à disparaître. À cheval entre deux cultures, elle décide finalement de témoigner pour faire connaître au grand public le massacre de toute une civilisation. Peu après l'avoir soigné, Bison Noir m'a donné mon nom, Cheyenne. Et c'est Yogda. Ça veut dire femme médecin. Je voudrais vous parler du grand chef Bison Noir. De la nation Cheyenne. Je veux que tout le monde sache enfin ce qu'ils sont. Et tout le mal qu'on leur a fait. Alors dites-moi la vérité, et je l'imprimerai. Dr. Quinn se révèle donc être un western très atypique, où l'héroïne défend la science contre l'obscurantisme, combat pour le droit des femmes et de toutes les minorités, surtout les Indiens, dans un monde où l'homme blanc affirme sa supériorité avec violence. Tu devras toujours te rappeler qu'un couple de Noirs a pris soin de toi quand tu t'es retrouvé seul. Et que tu as tété le sein d'une femme blanche. Maintenant, tu vas grandir pour devenir un homme parmi un peuple noble et fier. Western progressiste dans l'esprit, il affirme cette capacité naïve de l'Amérique à croire à la mixité, à la tolérance et au respect. Un discours malheureusement toujours d'actualité. Mardi prochain, 20h50, vous verrez le 79e et le 80e épisode de la série intitulé Le Fantôme et le livre de Dorothy. 79e, 80e, tu es sûr de tes chiffres? Oui. Bon. Il y a tout juste 2 semaines, nous quittait un des membres de l'IMF. Greg Morris avait 62 ans. Il vivait exclu depuis des années, seul, sans ressources et plutôt rejeté par le petit monde d'Hollywood. Et pourtant, grâce à son rôle de Barney au milieu des années 60, l'ancêtre de MacGyver a été le deuxième noir, après Bill Cosby, à être une vedette du petit écran. On se devait de lui rendre hommage. Regardez. Dans la famille Mission Impossible, Greg Morris est Barney Collier, le génial électronicien au service de l'IMF.
Pendant 7 ans, de 1966 à 1973, il invente et met au point d'innombrables gadgets. Pilier de l'équipe, il est présent dans 170 épisodes sur 171. J'ai mis 4 feuilles d'acier léger intercalées entre les pages. Bien. Deuxième star noire américaine après Bill Cosby, il compose un personnage brillant, loin des rôles de complément attribués à l'époque aux acteurs de couleur. Excuse-moi Barney, tu es bon, mais tu ne fais pas le poids contre Stevens. C'est un boxeur complet et solide. Il sera bientôt champion, il n'y a pas de miracle. Nous le savons, Ricky, c'est pour ça qu'il faut venir en aide à Barney. On va ralentir un peu Stevens. Le drogué, je suppose. Voilà. C'est une sorte de gaz, tu vois. Inoffensif par contre. Il est aussi inodore, incolore et sans saveur. Et plus vite on se déplace, plus l'effet est rapide. Laisse-moi te montrer. C'est là-dedans. Barney, tu ne sais pas quel coin on va t'attribuer. Ça n'a pas d'importance. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. C'est pour vous. Il poursuit avec la série Vegas aux côtés de Tony Curtis et Robert Urich. Écoutez, Dan, faites-moi plaisir. J'ai 3 vols à main armée, un homicide et une prise d'otage à traiter en même temps. Alors, est-ce que vous voulez sortir d'ici? le gobelet. Vous voulez qu'on me foute dehors? Non. Eh bien, je vous remercie, c'est gentil. Vous avez un peu de cœur, quelquefois, malgré votre tête de mule. Allez-vous analyser ce gobelet? Écoutez, j'en ai rien à faire de ces superstitions de vieilles femmes. J'ai d'autres responsabilités. faire analyser le gobelet? Oui, oui! Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. J'adore la façon dont vos yeux étincellent quand vous êtes en colère. 20 ans après, tout le monde se réunit devant le poste pour retrouver Barney Collier au sein d'une équipe rajeunie. Ça va? Très bien. Capitaine Amidou va bientôt avoir le sort qu'il mérite. En apparition dans quelques épisodes, Barney transmet le flambeau du génial inventeur à son fils Grant, incarné par Phil Morris, le propre fils de Greg. La boucle est donc heureusement bouclée car, comme tout le monde le sait, les héros ne meurent jamais. Dans les années 60, il n'était pas simple pour un noir d'accéder au vedettariat. Heureusement, aujourd'hui, noir rime beaucoup moins avec désespoir. C'est vrai, beaucoup de stars noires se sont imposées d'ailleurs dans tous les domaines. Michael Jackson, Whoopi Goldberg, Danny Glover. Karine Le Marchand. Oui, entre autres, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman. Autrement dit, aux États-Unis, la tendance semble enfin s'inverser. Oui, aux États-Unis, parce qu'en France, on est toujours un peu frileux. David Friesman, un petit blanc mais frisé, a mené l'enquête. Avant d'arriver à ces images, il a fallu parcourir pas mal de chemins. En 1965, Bill Cosby, déjà lui, partageait la vedette avec un comédien blanc, Robert Culp, dans Les Espions. Exceptionnel, car pour les apparitions de comédiens noirs dans les séries US des 60s, c'est un de temps en temps. Ah, c'était déjà plein. Et non, il y en avait quelques-uns. Et ça, c'était très très nouveau. C'était un peu la révolution pour moi. J'ai commencé à en apercevoir, à me rendre compte qu'il y en avait, que ça existait, que c'était possible. Les Espions resteront donc une exception et deviendront même un exemple. La formule blanc plus noir fera des émules quelques années plus tard. Qui cherchez-vous par ici, monsieur? Je me suis trompé d'adresse, merci. Mais il n'y a toujours pas de héros noir seul. Je crois qu'on n'ose pas encore penser qu'un noir puisse penser tout seul, puisse agir tout seul, puisse avoir des décisions tout seul, intelligentes et qui démêlent une enquête. Donc apparemment pour les chaînes ou les scénaristes, ils ont besoin d'une justification ou d'un alter ego un peu au-dessus ou comme ça. Bon, c'est un choix. Difficile d'être au premier plan d'une série pour un comédien noir, encore plus pour une comédienne. En France, Greg Germain hier dans Médecin de nuit, Mousse Diouf et Jacques Martial aujourd'hui, c'est peu. C'est pas suffisant. C'est vrai qu'avec Mousse, on a des envies de créer un tandem, par exemple. Ça, on travaille dessus en ce moment, on trouve ça assez marrant. Bon, savoir si l'idée va intéresser. Et alors ça, c'est obligé. Obligé, surtout si on en croit le succès des séries familiales américaines interprétées par des comédiens noirs. Même si les familles en question sont toujours d'un très bon milieu. On essaie de projeter des images d'identification, j'imagine, pour le public, qui essaie d'attirer les gens vers le haut, vers une certaine idée de la société. Une société qui avance. Aux États-Unis, Mario Van Peebles est le premier comédien noir vedette unique d'une série policière. Alors en France, c'est pour quand? Forcément. Ça va aboutir à un moment ou à un autre. Il va y avoir un déclic et puis ça va passer. Ça va ouvrir la route.
Les Américains l'ont prouvé, et bon, ben voilà, donc il faut rassembler les forces et puis avancer. Bill Cosby, dont c'est le grand retour, puisqu'on le retrouvera à la télévision aux États-Unis dans quelques semaines, dans un nouveau show qui s'appelle Cosby, en toute simplicité. Il y joue le rôle d'un retraité. Et puis on le verra bientôt au cinéma, bonne nouvelle, aux côtés de Robin Williams, sous la direction de Francis Ford Coppola, dans un film qui s'appelle Jack. Bon Stéphane, tu vas être content, on va parler de petits hommes verts. Alors pas les gros méchants du film Independence Day dont on parlera la semaine prochaine. Aujourd'hui, pour la bonne bouche, voici les gentils E.T. du film Alien Nation. C'est vrai, gentil. En fait, c'est à l'occasion de la sortie en vidéo du 3e volet des aventures de Sykes et Francisco. Petit rappel sur la trilogie du flic de choc et de son copain, le crâne d'obus. Les humanoïdes sont arrivés. Ils ont leurs propres coutumes, leurs propres mystères. Quel quartier de merde, je le déteste. Et leurs propres crimes. Mes camarades humanoïdes travailleront très dur pour gagner beaucoup d'argent, pour me le donner à moi. Sergent, voici votre nouvel équipier. Mon vrai nom à moi, c'est Stangia Sorensa. Ah oui, Storens, à vos souhaits. Aujourd'hui, James... Vous avez ce que je veux? Celui-là stoppera n'importe qui. Et Mandy Patinkin se sont enfoncés au cœur du territoire des humanoïdes. Ah, slogan. Quoi? 1994, le flic Matthew Sykes est de retour. James Caan a démissionné. Mandy Patinkin, lui, a repris son rôle de tête d'œuf. Il aimerait qu'on redevienne des esclaves. J'ai été envoyé pour découvrir la vérité sur les esclaves qui se sont échappés. Ils sont plus forts que les humains. George! Aujourd'hui, voici Futur Immédiat 3. Un savant fou expérimente des manipulations génétiques. On est assez loin de l'esprit de la série Alien Nation. Les têtes d'œuf sont de retour, ils sont une véritable menace et jouent au papa et à la maman. Futur Immédiat 3 en vidéo. Et à ce propos d'ailleurs, on vous concocte pour la semaine prochaine un télésérie spéciale science-fiction. Et pour ce faire, on se téléportera à bord de l'Enterprise pour rencontrer tout l'équipage. C'est vrai, avec des interviews de William Shatner, de Tim Russ, de Robert Duncan McNeil, de Monsieur Picard, un ami à toi. Nous irons également à la rencontre de Bruno Billon. Bruno Billon, un des journalistes les plus vulcains en France. Et puis, nous irons dans les coulisses du film Independence Day. Tout ça, ce sera la semaine prochaine. En attendant, on fait une petite pause, puisque tout de suite, voici Dominique Chapat, c'est l'arrivée du bol d'or. À tout de suite.